Bonjour, vous êtes sur la radio Bakambi. Pour ceux qui nous suivent et qui sont branchés, vous pouvez nous suivre toujours sur bakambi.co.uk ou bien sur Bakambi en téléchargeant l'application sur Google Store Play. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste qui est à la fois un homme de talent et un homme assez surprenant, monsieur Hugues Serge Limvani. Il va nous parler de lui, il va nous parler de sa profession, il va nous parler de ce que c'est qu'être un artiste aujourd'hui dans un monde en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Il parlera de ce qu'il fait et des projets qui sont en cours et de pourquoi il a choisi ce métier. Alors, nous allons commencer avec M. Serge Limvani par lui poser une question. Bonjour, M. Serge Limvani. Oui, bonjour, Monsieur Caius, et très heureux d'être sur les antennes de Bakambi Radio. Nous remercions beaucoup. Alors, M. Serge Limvani, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir, mais je suis sûr que vous êtes un homme assez populaire et donc il y a forcément beaucoup plus de gens qui vous connaissent au travers du monde. Nous allons donc essayer avec vous de passer une heure et essayer de découvrir votre métier et découvrir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, vous présenter? Oui, je m'appelle Hugues Serge Limvani, donc metteur en scène, comédien, directeur de festival et de compagnie de théâtre, et en même temps administrateur de compagnie et économiste de formation. Et donc depuis 1989, je vis en France où j'exerce mon métier et je tourne un peu avec mes spectacles dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie. Et je fais aussi de la formation. Voilà d'une manière un peu succincte qui suis-je. Et puis on me découvrira au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'émission. D'accord, alors donc vous êtes artiste, économiste, formateur. C'est un ensemble de casquettes pour une seule personne. Comment vous arrivez à combiner toutes ces activités? Mais en fait, moi j'ai commencé le théâtre à l'âge de 14 ans au Congo-Brazzaville dans les années 80. À 14 ans? Et oui, j'étais en Très jeune troisième. Vous alors. voyez, voilà, j'étais en troisième. J'étais dans la troupe artistique Ngunga et j'étais le plus jeune comédien de l'époque. Et j'ai eu la chance d'être dans un groupe où il y avait des gens d'expérience et où mon jeune âge ne posait pas de problème et j'ai été reçu comme un adulte, traité comme tel. Et donc j'ai beaucoup appris, ce qui fait que j'avais une longueur d'avance par rapport aux gens de mon âge de l'époque. Faire du théâtre, c'est-à-dire commencer déjà à lire des romans, des pièces de théâtre, parler de Molière, de Shakespeare, ce que les gens de mon âge à cette époque ne s'y intéressaient pas. Et dans la troupe, nous avions des professeurs d'université, des conseillers des ministres, des étudiants, et moi j'étais encore élève. Ce qui fait que au niveau intellectuel, c'est allé très vite pour moi. J'ai commencé à côtoyer de grandes personnes et la troupe avait une philosophie de fonctionnement, il faut le rappeler, c'était la démocratie générale, c'est-à-dire que tout le monde pouvait être chef et tout le monde pouvait être metteur en scène. Nous faisions de la mise en scène collective et de l'écriture collective. Et quand tu te retrouves dans un groupe comme ça avec des gens qui t'acceptent comme tel, Oui. où l'histoire du droit d'aînesse, qui est un fondement de notre culture, était mis entre parenthèses. On te traitait comme tout le monde. Tu avais le droit de poser des questions, le droit de faire des propositions, le droit de diriger, le droit de critiquer Alors, à et de 14 ans, recevoir aussi des critiques. mais à 14 ans, quand on est jeune et que normalement à 14 ans on est au collège ou bientôt on arrive au lycée, est-ce que ça a été très bien pris est-ce que les parents ont bien pris ce choix de carrière? Alors, c'était pas une carrière à l'époque. À l'époque, on faisait ça pour le plaisir. Oui. Et donc, pour les parents, à l'époque, faire du théâtre, c'était considéré comme activité intellectuelle. Donc, c'était bien pour moi. Ils m'encourageaient à faire parce que ça m'évitait de tomber dans la délinquance, de fumer ou d'aller boire dans les bars. Et pour eux, c'était une activité intellectuelle qui pouvait concourir à l'amélioration de mes résultats scolaires. Ce qui faisait que parallèlement à votre activité artistique, vous avez continué, vous, à suivre les cours pour aller à l'université. Non, mais à l'époque, j'étais en troisième.
à l'école. J'étais encore au collège. Oui. J'ai eu mon brevet oui. et je suis allé au lycée technique. Oui. Donc je faisais l'économie au lycée technique, mais je continuais à faire mon théâtre jusqu'à avoir mon bac en 84. Je continuais à faire mon théâtre. Je suis allé à l'université en sciences économiques. Oui. Je continuais à faire mon théâtre jusqu'à ce que j'ai quitté le pays après ma licence d'économie en France. D'accord. Est-ce qu'au Congo, aujourd'hui, enfin, quand vous étiez encore à l'époque, on pouvait gagner sa vie avec ce métier? Est-ce qu'on gagne sa vie aujourd'hui avec ce métier? Alors, à cette époque, tous ceux qui faisaient du théâtre, c'était pas des professionnels. C'était, on peut dire, amateurs, dans le sens où ce n'est pas l'activité principale où on vit. Oui. Mais le niveau était un niveau professionnel, puisqu'on avait comment on appelle ça, une rigueur du travail professionnel. On répétait tous les jours, le dimanche, de 9h jusqu'à parfois 20h. Et le dimanche était réservé au théâtre. Et même les professeurs d'université, les conseillers des ministres qui étaient avec nous, oui. Le dimanche était réservé au théâtre. Et à cette époque, dans les années 80, quand nous on a commencé, il y avait un bouillonnement culturel intense. On avait plusieurs compagnies de théâtre et des festivals nationaux et communaux. Nous avons des troupes comme Rokado Zulu avec le défunt Soline Laboutansi. Nous avons l'Éclair avec Emmanuel Dongala. Nous avons les Trois Francs. Nous avons la Grande École. On avait une dizaine de troupes de théâtre à Brazzaville. Et c'était vraiment le niveau était très très élevé. Nous ne vivions pas de ça, puisque ceux qui pratiquaient, c'était soit des étudiants, soit des élèves, soit des enseignants, soit quelqu'un avait un métier. Ils avaient tous les métiers, mais on ne vivait pas de ça. On cotisait d'ailleurs pour financer nos activités. Il n'y avait pas de subvention. Alors pourquoi faire de ce métier un métier aujourd'hui? C'était la passion. Pourquoi avoir choisi si on n'avait pas gagné sa vie? Vous avez fini par quand même en faire un métier. Non. Disons, quand j'étais au Congo, oui. À l'époque, je le faisais par plaisir, parce que c'était une passion. Oui. Voilà. C'est en arrivant en Europe, oui. Quand je suis arrivé en Europe, figurez-vous, j'ai eu une bourse, mais c'était pas une bourse d'économie. C'était une bourse pour faire, c'était marqué culture. Ma bourse, c'était culture. Mais en arrivant, avec ma licence d'économie, oui. Je devrais faire conception et mise en œuvre de projets culturels. Mais comme à cette époque, il n'y avait pas de maîtrise, et on venait de créer, et d'ailleurs je signale à vos auditeurs, oui. Je fais partie de la première promotion en France, je dis bien en France, dans la formation en conception et mise en œuvre de projets culturels. En 91, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de maîtrise, et on venait de créer la licence de cette formation qui à l'époque s'appelait animation culturelle, et c'était au département de sociologie. Et donc nous on arrive, on venait de créer cette licence, et j'étais obligé de refaire la licence. Donc la licence de conception et mise en œuvre de projets culturels. Après ma licence, ils ont créé la maîtrise, donc nous fûmes les premiers à faire la maîtrise de conception et mise en œuvre de projets culturels. Oui. Et ensuite, d'autres universités ont commencé à intégrer cette formation dans leur cursus. Et même Dauphine a commencé aussi à former des spécialistes dans les métiers des arts et du spectacle. Avant, en France, on ne formait pas. Vous voyez? Et voilà. Et à partir de là, oui. J'ai commencé, étant étudiant, oui. En 2004, non, en 94, oui. Je faisais mon DEA d'études théâtrales. J'ai décidé de créer une compagnie en France, une compagnie de théâtre, mais étant étudiant, j'étais encore étudiant. Et j'ai fait mon premier spectacle professionnel étant étudiant en France en 94, et c'était une adaptation de Jazz et Main de Palme de Emmanuel Dongala. Et j'ai recruté des comédiens français, de plusieurs pays d'ailleurs, d'autres pays africains, et quelques Congolais. Et j'ai créé cette troupe qui s'appelait UNAF, Union Artistique Francophone. Et j'ai fait mon premier spectacle dans un très grand théâtre d'ailleurs, j'étais encore étudiant, théâtre Sylvia Montfort. Et j'ai monté mon premier spectacle en France. En ce moment-là, je ne suis pas encore professionnel, je suis encore étudiant.
voyez? Oui. Donc, je n'ai pas encore coupé. Je suis encore étudiant, mais j'ai fait un spectacle au niveau professionnel où je suis payé pour ça. D'accord. Mais quand on fait ce parcours-là, qu'on est à la fois un artiste, un homme de théâtre, tout en suivant des études et je suppose tout en travaillant, c'est qui vos mentors, c'est qui vos exemples dans ce métier? Alors, euh, au niveau du Congo, Oui, je suis tombé dans un groupe où j'ai été reçu. C'est-à-dire que je dirais mes mentors au Congo, c'était mes partenaires de la troupe artistique Ngunga, notamment les Mampuya Mamsi qui m'a appris à lire et écrire la musique, les Matondo Kubuture qui étaient professeurs d'université de sociologie et qui faisaient le théâtre avec moi. d'accord. Et c'est Gilbert Manka qui était le conseiller économique du ministre Florent Tiba, à l'époque ministre des Travaux publics. Vous voyez? En parallèle, il travaillait Voilà, et il était artiste. voilà. Il écrivait. Et ceux-là, ce sont mes mentors au Congo. C'est eux qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses. D'accord. Vous voyez? Et déjà, au niveau du Congo, étant jeune, on faisait de la mise en scène. Et quand nous sommes allés en 88, et c'est ma première sortie officielle du Congo, en Oui, tant que comédien, oui, nous sommes allés en Italie, en 87. Vous voyez? oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on devrait prendre, je ne peux pas oublier ce jour-là parce que c'est un jour tragique pour le monde. C'était le mardi 17 septembre Oui. 1987. On devrait prendre ce vol pour l'Italie. Et c'est ce fameux vol, si vous vous souvenez, de UTA qui s'était écrasé. Vous auriez dû être à bord normalement. Oui. Et nous ne sommes pas partis. Et nous Pourquoi? sommes allés plus tard, parce qu'on était un groupe, il n'y avait pas assez de place. Et on voyageait avec la troupe de Sonny Laboutansi, qui allait aussi à ce même festival. Vous voyez? Et malheureusement, il y avait un metteur en scène français qui s'appelait Jean-Pierre Klein, Oui, qui travaillait avec le Rocado Zoulou, qui devrait aller à Limoges, oui. et qui a décidé de prendre ce vol pour aller seul retrouver sa famille. Et les Rocados sont restés, ils devraient prendre le vol d'après. Vous voyez? Oui. Et ce metteur en scène est décédé dans ce vol. Malheureusement. Et donc, Ce qui veut dire que vous avez malheureusement, été un peu, vous avez été sauvé du fait que vous étiez un peu nombreux, qu'il n'y a pas de place. voilà. Et donc, je suis allé, c'est mon premier vol en Italie. Et en allant en Italie, j'ai été nommé responsable du groupe. Vous voyez? Mais c'était très, très jeune. Nous sommes en 87. Vous voyez? Et j'étais très, très jeune. Et j'ai à peine la vingtaine. Et donc, je dirige le groupe. Et je dirige les professeurs d'université, les conseillers des ministres, les étudiants, les licenciés en sociologie, en psychologie. Et c'est mon premier voyage à l'étranger avec la troupe Ngunga. Pourquoi vous Mais pensez on que était toujours des amateurs. pourquoi on vous choisit? Parce que vous avez le talent, parce que vous avez cette passion, vous Non, arrivez à c'était transmettre votre savoir, cet amour du théâtre? non, c'était le fonctionnement du groupe. C'est-à-dire Oui, chaque année, on changeait l'équipe dirigeante et tout le monde devrait diriger le groupe. C'était une manière d'apprendre. Et une c'était mon rotation. tour. Voilà, une rotation. Toi, tout le monde peut être élu Oui, ou réélu, mais tout le monde doit diriger. C'est pour apprendre aussi à diriger. Tu dois être soit le coordonnateur général, c'est-à-dire le responsable du groupe, oui, soit le coordonnateur technique, c'est-à-dire le coordonnateur du collectif de mise en scène, soit tu es coordonnateur administratif et financier, donc tu gères les finances. On appelait ça coordonnateur parce qu'on coordonne. Tout ça c'est fait de façon collégiale. Mais il faut toujours un coordonnateur. d'accord, Voilà. d'accord. Et ce métier, donc, vous le faites depuis, alors, dans plusieurs années. Il vous a emmené dans plusieurs pays. Moi, je vous ai suivi un peu sur le net. On a vu des photos. Vous étiez en Algérie, vous étiez au Brésil, au Mexique. Ça se passe avant le confinement ou vous étiez déjà en train de... Comment ça se passe? Alors, Comment on arrive à prendre contact avec d'autres pays? Est-ce que le théâtre, c'est toute une famille? Comment ça se passe? alors, il faut rappeler que après mes études, Oui, j'ai fait mon DA d'études théâtrales, je me suis inscrit en doctorat d'économie avec option économie de la culture. Et après, depuis 94, qui était mon premier spectacle, en 96, j'ai fait mon deuxième spectacle professionnel. Là, je me vous suis obtenez le dédié. doctorat? Vous l'obtenez? Alors, justement, je vous explique. En D'accord. 96, je suis inscrit. Non, en 95, je suis inscrit en thèse. Oui,
à l'université d'Amiens, en économie de la culture. Donc, je commence ma thèse. En 96, je monte mon spectacle. Et je décide de créer ma troupe professionnelle maintenant, me dédier uniquement à ça. Et je vais monter mon spectacle à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous voyez? Et c'était pour rendre hommage à Sylvain Bemba, que j'ai connu parce qu'en 95, quand Sonny Laboutansi meurt, moi je rends visite à Sonny Laboutansi 3 jours avant qu'il ne rentre au Congo pour mourir. Je vais le rendre visite à l'hôpital. Et Bemba est aussi hospitalisé à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. Et moi, j'étais en train de faire l'adaptation d'une des œuvres de Sylvain Bemba. Donc, j'allais le voir à l'hôpital tous les jours et on discutait. Le seul jour où j'ai pas rencontré Sylvain Bemba, c'est le jour où il est mort. Et c'est le jour où je soutenais mon mémoire de 2A d'études théâtrales. Vous voyez? Et quand il meurt, comme j'étais déjà en train de travailler sur sa pièce de théâtre, d'adapter Les Noces posthumes de Santigone, je décide pour lui rendre hommage de monter finalement cette pièce et je vais la monter au Burkina. Je continue ma thèse en 96. Mais à l'époque, vous savez, c'était les disquettes. Oui. Dans les ordinateurs, les disquettes. Voilà. Donc, je vais au Burkina avec ma thèse, avec mon petit ordinateur que je venais d'acheter, un compact. Et je vais au Burkina, je travaille, je continue à faire ma thèse. Malheureusement, on me vole mon ordinateur et les disquettes n'ont pas supporté la chaleur du Burkina Faso. Donc, je perds tout mon travail. Oh là là. Et quand je reviens, et j'ai fait une très grande tournée avec ce spectacle qui a bien fonctionné. Je reviens, reprendre à zéro, je n'avais plus la force de reprendre. Et le travail était tellement lourd que c'était beaucoup de... J'étais déjà très avancé, j'étais quasiment vers la fin. Oui. Alors mon directeur de thèse, moi, jusqu'à aujourd'hui, m'en veut, parce qu'il voulait faire de moi son remplaçant, parce que non seulement j'étais économiste, mais j'étais aussi sur le terrain. Donc j'avais une compagnie et j'étais vraiment quelqu'un qui était dans le métier, en même temps il réfléchissait sur le métier. Bon. Donc j'ai pas pu faire ma thèse. Mais je vais la faire. J'ai décidé de la finir. Il n'est pas trop tard. Là, je suis en train de chercher un directeur de thèse. Je vais la refaire, cette thèse-là. Parce qu'il faut, il faut laisser des traces. Et avec l'expérience acquise sur le terrain, je pense que je vais la faire. Et pour revenir à ta question, je dirais que quand j'ai commencé donc à faire mes tournées, en 96, une tournée africaine avec le spectacle, j'ai joué en France aussi, et 96, 97, 98, j'ai continué à tourner. 98, je suis allé au Sénégal pour rencontrer Sembène Ousmane, pour lui proposer de monter les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Et en 2000, donc je... l'ouvrage, hein, les bouts de bois de Dieu, qu'on a étudié à l'école. Ah oui, bien sûr. Oui. Exact. Et justement, j'avais l'avantage, quand j'étais au théâtre, on avait monté ça en 81 avec le Ngunga, mais j'étais très jeune. Oui. J'étais très jeune. Et ensuite, j'ai décidé de refaire le truc, mais avec l'expérience acquise. Je peux aller plus loin. À l'époque, j'étais trop jeune. 81. Oui. J'étais très jeune, j'étais en 3e. Oui. Donc, je ne pouvais pas bien maîtriser les choses. Oui. Étant professionnel, avec de l'expérience, j'ai décidé de me réattaquer à ce grand roman. Et je suis allé voir Sembène. Et donc, j'ai refait une réadaptation de ce roman et que j'ai monté en 2000 au Sénégal avec le Théâtre National Daniel Sorano. On a fait des tournées. Et ensuite, je suis allé en 2001 en résidence en Guyane. À la demande du directeur des affaires culturelles de la Guyane. Mais entre-temps, en 98, j'avais monté Othello de Shakespeare à Marseille, au théâtre Tourski, avec une tournée dans les dom-toms, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ce qui montre que vous voyagez beaucoup. Vous voyagez beaucoup. Voilà, ça a commencé à prendre. Et ensuite, avec Othello, j'ai refait donc les bouts de bois de Dieu en 2000. Et en 2001, je suis allé en Guyane, en résidence, jusqu'en 2003. Et en 2004, je suis allé monter Hamlet de Shakespeare au Sénégal. Puisque j'étais déjà allé là-bas, le spectacle avait monté et je reviens avec Hamlet. J'ai fait une grande tournée dans toute l'Afrique jusqu'à Brazza, partout, dans moins 9 pays d'Afrique. Et ensuite, je commence la tournée européenne toute l'année 2004, 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2009 où je pars à Cuba. Avec Hamlet. Et quand j'arrive à Cuba, et c'est là mon premier contact avec l'Amérique du Sud et les Caraïbes, et je rencontre donc les Argentins.
Vous savez, c'était un festival où il y avait que des gens qui jouaient en espagnol. Et nous, on était la seule compagnie francophone. Et c'est là que j'ai pris contact. J'ai donné des cours à l'école nationale de théâtre de Cuba. Et ça a plu. Et j'ai rencontré les Argentins qui m'ont dit que, ah, mais votre spectacle est intéressant, ça nous intéresse. Et en 2010, vous vous souvenez, c'était l'année où les pays africains fêtaient les cinquantenaires et les pays d'Amérique du Sud, ils fêtaient le bicentenaire des indépendances. Je suis venu d'abord à Brazzaville en 2010, jouer Hamlet dans le cadre du cinquantenaire. Et ensuite, j'ai été invité en Bolivie et en Argentine pour le bicentenaire. Voilà. Tous ces pays que vous avez visités, vous avez vu, là vous avez dit que vous vous formez aussi. Vous formez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, aux jeunes qui vous écoutent, qui aujourd'hui découvrent le théâtre ou voudraient faire du théâtre un métier? Alors, je dirais tout simplement, d'abord, c'est très très difficile, ce métier. Et nous, les pays francophones, nous avons un gros problème. Pendant longtemps... Quand on parle des pays francophones, on parle des pays francophones africains. Hein? Oui, pays francophones africains. Tout à fait. Voilà. Et on était trop... on avait une vision trop sur la France. On pensait que le monde s'allait... Notre pays colonisateur. Voilà. Oui. Pour nous, pour les Franco... Parce qu'à l'époque, la France était le seul pays avec le ministère de la Coopération qui finançait. Et donc, du coup, les gens ont commencé à faire du théâtre pour faire plaisir au public français. On a commencé à perdre notre âme. Et tout ce que je dis aux jeunes, si vous avez du talent, n'hésitez pas, lancez-vous et ouvrez-vous au monde. Surtout apprenez les langues. L'anglais, si vous avez le français et l'anglais, vous pouvez aller partout dans le monde. Moi, j'ai eu le courage, juste quand je suis allé en Amérique du Sud, oui. Les gens qui m'ont vu à Buenos Aires, il y avait une dame que j'avais rencontrée à Cuba, qui est chilienne, qui avait vu le spectacle, qui avait aimé, et qui me retrouve en Argentine. Elle était au même festival. Mais comme c'est une très très grande star au Chili, elle m'a dit, mais comme tu es à côté de mon pays, ton spectacle pourra plaire à mon pays. Viens visiter mon pays. Et je fais repartir mon équipe en France, à Paris, et moi je vais au Chili pour 5 jours. Et c'est là que je tombe amoureux de ce pays. Vous voyez, mon premier contact au Chili, c'était le 4 juin 2010. C'est mon premier voyage au Chili. Et avec cette dame qui était célèbre, très connue au Chili, elle fait partie pour ceux qui regardent souvent en Afrique, des séries qui viennent d'Amérique du Sud. Oui. Vous voyez, les séries, voilà. Elle fait partie des grandes comédiennes de ces séries. Donc, elle est très célèbre. Et comme j'étais avec elle, elle m'a dit, bon, mais comment faire pour ramener le spectacle Hamlet au Chili? Mais comme le spectacle est en français, avec le surtitrage pendant 1h50, c'était long. Je me suis dit, je vais refaire une autre version. Quand je suis rentré à Paris, je suis resté que 5 jours au Chili. Je suis reparti en France. J'ai commencé à réfléchir comment faire pour ramener mon spectacle au Chili. Et je suis revenu au Chili tout de suite après, au mois d'août. Oui. De juin, je suis revenu au mois d'août. Et là, j'ai eu l'idée de monter la pièce en faisant une équipe mixte français-espagnol. Donc, j'ai sélectionné des Chiliens sur place. J'ai commencé par animer un stage sur le théâtre africain, basé sur l'art du conteur. Donc, j'anime un stage en 2010 et ça fonctionne. Je reviens en France. En novembre 2010, je repars encore au Chili. Oui. Et à partir de là, je commence à tisser des relations avec les comédiens. L'idée est née de refaire le spectacle au Chili. Et en 2011, puisque j'avais déjà animé des ateliers dans les universités, je commence déjà à me faire connaître. En 2011, je trouve un marché. On m'invite à aller jouer dans 3 villes d'Argentine, Mendoza, San Juan et Cordoba. Et du coup, je dis... jouer des pièces congolaises. La pièce Hamlet. Non, c'était Hamlet. C'est Hamlet. Maintenant, je décide de faire une mise en scène mixte. Donc, je fais partir 3 comédiens, dont un Congolais, de Paris, qui me rejoignent au Chili. Nous répétions avec les comédiens chiliens à Santiago, et ensuite nous sommes allés jouer
en Argentine, et on a fait une première tournée au Chili aussi. Vous voyez? Et c'est parti de là. À partir de là, et il faut dire que l'équipe francophone ne parlait pas un mot d'espagnol et l'équipe chilienne ne parlait pas un mot de français. Donc vous avez réussi à faire ce passage culturel entre une équipe qui parlait français et une équipe qui parlait espagnol pour pouvoir monter un spectacle. Est-ce que c'est de là que vous avez compris l'importance des langues, d'où l'importance que les jeunes apprennent les langues. Parce que ce qui est vrai, c'est que nous, quand on était à l'école, et je sais que c'est le même cas pour vous, on avait l'habitude de dire que nous, on n'irait pas en Angleterre, donc on n'avait pas besoin d'apprendre l'anglais. Exact. Et là, tu te retrouves en Angleterre. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur de notre part. C'est une erreur de notre part. Moi, je vais vous faire écouter un petit morceau, ça dure 2 minutes, et vous allez me dire 1 minute, ça ne dure pas très longtemps. C'est d'ailleurs vous qui l'avez mis en ligne pendant le confinement. Vous avez fait une remarque qui m'a beaucoup intéressé. Vous écoutez juste quelques secondes et on repart tout de suite. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'entends rien. Oui, monsieur Livanine, on était en train d'écouter. Moi, j'écoutais. Ce que je veux savoir, la chanson qui est passée de ce garçon que vous avez mis sur votre site internet qui joue à la guitare, elle vous a inspiré pendant le confinement. Vous avez dit que maintenant qu'on est confiné, tout le monde peut, comment on dit ça, évaluer l'importance des artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire, ce que vous vouliez vraiment dire par là? Voilà, je voulais dire que chez nous, on a toujours négligé la culture. Oui. On a toujours pris la culture sous le prisme du divertissement. Hein? Pendant longtemps, la culture a toujours été prise sous sa valeur d'usage, mais sa valeur économique a toujours été négligée. On n'a jamais mis l'argent, on n'a jamais mis les moyens pour financer ce secteur. Et vous voyez, quand on confine les gens, même ici en Europe, quand on a confiné, mais les gens se rendent compte que quand tu restes à la maison, soit tu regardes la télé, donc pour regarder la télé, il faut qu'il y ait des films. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des variétés musicales, des trucs de théâtre, ou soit il faut lire. Oui. Voyez, mais tout ça, c'est la culture. Voilà pourquoi je disais que la culture c'est le parent pauvre, mais pourtant, c'est ce secteur qui a permis aux gens de supporter le confinement. Voyez, c'est ça. Et c'était pour montrer que vous voyez, vous dites que la culture ne sert à rien. Oui. Comment vous allez passer votre confinement sans la culture? S'il n'y avait pas la télé avec les films, tout ça là, mais vous vous rendez compte comment les gens allaient péter les câbles, comme on dit. S'il n'y avait pas les chansons qu'on écoute souvent. Souvent, voilà. S'il n'y avait pas les variétés, les trucs à la musique, les gens écoutaient. Pour certains qui ne lisaient pas, ils ont été obligés de lire, puisqu'ils n'avaient plus le temps de lire, avec la vie qui fonctionne à 100 à l'heure. Et du coup, les gens ont lu, les gens ont commencé à cuisiner, les gens ont commencé à regarder la télé, les films, à découvrir le cinéma. Et si on avait une production... Ils ont repris à se cultiver. À se cultiver, exact. Mais imaginez-vous si on avait une production intense en cinéma financée. Mais vous vous rendez compte, ça devrait passer dans nos chaînes de télévision, les films congolais, les spectacles congolais, les livres congolais, si ça coûtait moins cher. Vous voyez comment on aurait pu bénéficier. Aujourd'hui, on se plaint que les jeunes ne lisent plus, ils font plus. Mais évidemment, parce qu'il n'y a pas d'offre. Et il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a pas une politique culturelle qui favorise l'éclosion des talents. Alors, quand quelqu'un commence à émerger au Congo, la première chose qu'il fait, c'est d'aller ailleurs. Parce que le Congo n'a pas des infrastructures
pas seulement le Congo, les pays africains n'ont pas d'infrastructure ni de politique pour retenir les talents. Regardez même dans notre foot, tous nos meilleurs joueurs y partent parce que sur place, ils ne peuvent pas s'exprimer. Oui. Mais comment avec votre expérience, vous êtes directeur aujourd'hui, vous avez dit du CEFRAD au Congo, vous vivez entre la France et le Congo, vous vivez entre deux avions dans le monde, vous partez partout. Comment aujourd'hui quelles sont les politiques publiques qu'il faut avoir pour financer la culture, par exemple au Congo ou dans les pays francophones? Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour financer cette... D'accord. Juste un petit correctif. J'étais directeur de CEFRAD jusqu'à décembre 2019. Oui. Pour l'instant, j'y suis plus. Mais je reste toujours dans le domaine. Pour information, j'ai créé un festival de théâtre danse et cirque au Congo, dont on devrait faire la 3e édition cette année. Malheureusement, ça a tombé dans la période d'avril de Covid-19. Donc, ça a été annulé. Donc, j'aime mon festival. Je fais toujours des va-et-vient au Congo parce que l'objectif, c'est d'apporter quelque chose. Le Congo, c'est mon pays. Il m'a donné. Il faut aussi que je lui donne. Alors, ce qu'il faut faire au Congo, il faut d'abord une volonté politique. En Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire pour financer les artistes? Il faut d'abord une volonté politique. Il faut que les politiques comprennent l'importance économique du secteur culturel. Et je le dis souvent que la culture et l'agriculture sont les deux secteurs de consommation de masse. Ce sont les deux secteurs qui sont des chances. Oui, les deux secteurs sont... Le président Macron, au sorti du confinement, a commencé par recevoir d'abord les gens de la culture. Exact. Et donc, ces deux secteurs sont une chance pour l'Afrique. L'Afrique a des terres fertiles. L'Afrique a des talents en matière culturelle. Vous voyez, il suffit de pousser ces deux secteurs-là. Puisque manger, on mange tous les jours. La culture, on la consomme tous les jours. Vous voyez, la même chanson peut être réinterprétée 10 fois, mais les gens vont toujours acheter. Mais on n'achète pas les voitures tous les jours, ni de fer à repasser tous les jours, ni de costumes tous les jours. Mais par contre, on peut écouter la musique et regarder les films, le cinéma tous les jours. Vous voyez? Est-ce que comme en France, par exemple, au Congo ou bien dans d'autres pays francophones, il y a dans le budget des États des espèces de taxes ou une partie de l'impôt qui est prélevée pour financer les artistes, pour financer la culture, ou même que l'on paye des droits pour écouter la musique et tout le reste. Est-ce que ça existe ou pas? Alors, en fait, cette question m'amène à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que j'avais commencé à répondre, c'est sur la politique culturelle. Quelle politique doit-on mener pour financer la culture? Moi, à l'époque, j'avais fait des propositions au ministère de la Culture au Congo. Toute politique commence d'abord par structurer le secteur, identifier les acteurs culturels, c'est-à-dire la loi sur le statut de l'artiste. Une fois qu'on met en place la loi sur le statut de l'artiste, on sait que l'artiste existe, c'est un travailleur, et on identifie ceux qui les emploient, c'est-à-dire les entrepreneurs culturels. À partir de ce moment-là, quand on embauche un comédien, on lui fait un contrat de travail. Mais quand il travaille, qui doit l'embaucher? C'est une entreprise culturelle qui est identifiée. Voyez? Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le comédien commence à recevoir un salaire. Et quand il reçoit un salaire, il doit consommer. Et quand il consomme, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État à travers la TVA. Est-ce que tous les comédiens doivent être des salariés? Voilà, mais c'est ça. J'arrive, je parle. Doivent être des salariés. Il y a des comédiens qui sont... Les professionnels, je parle des professionnels parce que c'est un travail. C'est un travail. Et l'État, comment l'État fait? L'État finance avec une main, met en place un fonds de financement des activités culturelles qui permettent, lorsqu'on finance l'activité culturelle, c'est-à-dire qu'on favorise la création. Lorsqu'il y a création, c'est-à-dire qu'on met les produits sur le marché, n'est-ce pas? Et les gens consomment. Et la culture aura cette double vision avec ces deux valeurs, c'est-à-dire la valeur d'usage et la valeur d'échange. Elle va rapporter de l'argent économiquement au pays, puisque les acteurs ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir des salaires, et les spectacles qui vont être faits, ça va éduquer et améliorer la qualité de vie des populations.
Vous voyez? Donc, il y a les deux. Et ensuite, quand il y a un grand événement culturel connu, mais ça emmène les touristes. Je vous cite l'exemple de Édimbourg, Festival d'Édimbourg qui est connu. Les gens, ils viennent du monde entier. Le Festival d'Avignon. Vous voyez? Et il y a des villes qui sont reconnues par leurs événements culturels. Ouagadougou est connu par rapport au festival de cinéma. Et les gens viennent du monde entier. Donc, ça fait rentrer de l'argent chez les hôteliers, chez les commerçants, dans les boîtes de nuit, chez les marchands d'art. C'est à tout. Tout le monde y gagne. Vous voyez? C'est ça les effets induits par la culture. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une politique volontariste, une construction des infrastructures qui permettent aux artistes de s'exprimer. Il faut des lieux. Il n'y en a pas chez nous. Vous voyez? Il n'y a pas de lieu. C'est comme si vous ne pouvez pas avoir une meilleure équipe de foot si vous n'avez pas de stade où les gens y jouent. Si les gens ne jouent pas dans les stades. S'ils jouent dans la rue, comme on jouait quand on était gamin, comment voulez-vous avoir une bonne équipe de foot? C'est la même chose. Il faut, donc, et l'État peut trouver les moyens en mettant en place des petites taxes. J'avais proposé, par exemple, qu'on enlève 5 francs CFA sur toute boisson, alcoolisée ou non, pour financer le secteur culturel. Vous voyez? Et il faut aussi mettre en place, imaginez-vous, avec tout ce que les gens y boivent, eau comme alcool, ça fera que c'est les mêmes personnes qui payent pour la culture. C'est-à-dire que c'est la population, à travers les 5 francs qu'ils donnent, quand il achète une bouteille d'eau, il finance la culture et les spectacles qui seront faits, c'est pour son bonheur, c'est pour son plaisir aussi. Vous voyez? Et en même temps, l'État doit, au-delà de construire les infrastructures, mettre en place aussi pour permettre, comment on appelle ça? Il faut avec le bureau des droits d'auteur, il ne faudrait plus que ça soit sous la coupole de l'État. Parce que le bureau congolais du droit d'auteur, dans la plupart des pays, c'est géré par le ministère de la Culture. Or, quand c'est géré par le ministère de la Culture, ça devient trop administratif. Ce qui fait que les prélèvements faits sous les œuvres, au niveau des clés de répartition, c'est flou. Il y a trop de détournement de fonds. Donc, l'argent ne va pas à qui de droit? Aux artistes. Donc, il faut que ça soit comme le Sénégal vient de faire, une société gérée par les artistes eux-mêmes. Vous voyez, comme ça se fait en Europe. Et en ce moment-là, ils se mettent en contact avec toutes les autres sociétés du monde pour récupérer des fonds et ensuite mettre en place des clés de répartition de façon transparente. Mais aussi, il faudrait que tous ceux qui utilisent la musique ou les œuvres payent les droits, par exemple les télévisions, les radios, bon déjà il n'y a que les taximans, et même les gens qui font des copies de musique. Normalement, lorsque vous achetez un média qui est censé mettre de la musique, par exemple les CD, les clés USB, les cartes mémoire, l'ordinateur, les téléphones, on met la musique dedans. Donc, à tout achat de cet élément, on décale, il faut un pourcentage qui va au droit d'auteur puisqu'on va mettre les musiques. Maintenant, la difficulté, c'est après savoir comment repartir parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'un tel écoute dans comment on appelle ça, dans son Walkman. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut, il faut aussi rappeler qu'au plan musical, par exemple, la production musicale congolaise est très faible. On écoute plus la musique de la RDC. Vous voyez? Donc, c'est plus profitable aux musiciens de la RDC parce que nos musiciens, ils produisent pas assez. Est-ce que le fait qu'il y ait moins de production musicale congolaise... C'est ce que je dis. C'est parce qu'il n'y a pas de financement derrière. Mais parce que justement, il n'y a pas une politique d'aide aux artistes, que la production elle est très faible. Vous voyez? Mais maintenant, il faut aussi, le problème, il faut aussi former, parce que c'est devenu un métier. Hein? Dans le métier, il y a ceux qui jouent, qu'on appelle les artistes, ceux qui les gèrent, ou qui vendent leurs produits, qu'on appelle les managers, ou les agents artistiques, et ceux qui gèrent leur carrière, hein, qui gèrent les finances et tout, qu'on appelle les administrateurs. Or, chez nous,
nous n'avons pas ces métiers-là. Ils sont pas formés. Donc, du coup, on ne peut pas être professionnel. Vous voyez, c'est les formations que je donne. On ne peut plus travailler aujourd'hui comme on travaillait hier. Non. Où le type est chef d'orchestre, il est directeur artistique, il est arrangeur, il est manager, il est tout à la fois. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a vu les orchestres comme les Roga Roga, Extra Musica, ils se sont même disloqués à cause de ces histoires de gestion. Parce qu'un seul individu, il fait tout. Et quand on fait tout, ben, on crée la suspicion. Il n'y a pas de transparence. Oui. Voyez? Or, plus vous avez des gens formés, spécialistes dans leur domaine, mieux c'est efficace. Un type qui est manager, il a un carnet d'adresses. Par exemple, moi, aujourd'hui, je veux me lancer dans la production des spectacles des jeunes artistes congolais. Oui. Mais j'ai un carnet d'adresses au niveau, je connais actuellement tout, je dis bien quasiment, on peut pas dire tout, quasiment la plupart des programmateurs, des directeurs de festivals en Amérique du Sud. Parce que depuis 2010, où je suis allé jusqu'à aujourd'hui, j'y vais quasiment tous les ans, je suis invité à tous les festivals, je participe à des marchés de spectacles, donc je connais quasiment tout. Et c'est ce que je demande à tous nos frères artistes, de s'ouvrir. Le monde est grand, il y a la place pour tout le monde. Il faut juste avoir des gens formés pour qui c'est le métier de vendre le spectacle. Ils doivent aussi prendre le risque d'aller dans les marchés. C'est là qu'on rencontre les acheteurs. Par exemple, si tu veux manger, tu vas au marché. Quand tu vas au marché, vous voyez, parfois tu étais parti pour acheter le pain, tu arrives au marché, tu trouves autre chose. Il nous est arrivé aussi de rentrer dans les magasins pour acheter une chose, et tellement qu'il y a trop de choses, et tu tombes sur autre chose. C'est comme ça le supermarché. Oui. Le supermarché, c'est fait comme ça. D'accord. Parce que j'ai une question à vous poser, c'est que quand vous parlez des artistes congolais, moi je me rappelle quand on était à l'école, on avait eu des artistes peintres qui venaient nous apprendre la peinture, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais on n'a pas eu d'artistes, hommes de théâtre ou musiciens venir nous parler de leur métier. Il n'y a pas dans les études que font les élèves dans les classes des études de musique, il n'y a pas de la musique. Les leçons de musique, les leçons de théâtre ne font pas partie du cursus scolaire. Avec ça, on ne valorise pas assez nos langues locales. Pourquoi? Alors, ça, c'est, vous savez, à l'époque, pour nous qui, comme toi aussi, avons connu l'école, les pionniers, Oui, hein, oui, dans l'éducation, on avait l'éducation musicale, on avait des groupes vocaux, il y avait chaque jour, chaque dimanche, à la commune, il y avait des groupes traditionnels qui jouaient, nous on allait regarder, tout à fait. voyez. Il y avait quelques orchestres, il y avait le dessin, il y avait le ceci. Oui. Mais tout ça là a été petit à petit mis à l'écart. Tu vois, la fameuse démocratie, quand elle arrive, on casse tout, au lieu de garder ce qui est bon, mais on enlève tout, on dit qu'on repart à zéro, mais on repart à zéro, mais chez nous on est reparti à moins zéro. Vous voyez, Oui. on n'est même pas reparti à zéro, on est reparti à moins zéro. Tu vois, et ça donne ce que ça donne. Et aujourd'hui, il faut refaire le système scolaire, c'est-à-dire introduire dès l'école primaire la musique. Nous avons une école qui forme des musiciens, l'école nationale des beaux-arts. Mais ces gens-là, une fois qu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Rien. Vous voyez? Alors que on peut recruter ces gens-là, ils savent lire et écrire la musique. Les recruter pour qu'ils forment, qu'ils aillent dans les écoles. Il y en a beaucoup. Donner des cours de musique. On a l'école des beaux-arts qui forme des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs. Mais pourquoi pas remettre tout ça là dans les écoles? Mais c'est ça la formation. Quand un enfant n'a jamais eu accès au théâtre ou à ceci, mais ce n'est pas adulte qui va y aller. Voyez, on dit souvent que l'enfant se construit dans son enfance. Voyez, si tu n'as jamais vu une pièce de théâtre dans ta vie, même étant homme politique adulte, mais tu peux pas comprendre ça. C'est ce qui se passe chez nous. Certains de nos dirigeants n'ont jamais été au théâtre. Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est que l'opéra. Mais comment voulez-vous qu'ils soient sensibles à ça quand on leur parle de ça? Est-ce que c'est pas aussi Voyez? la faute des artistes qui restent dans un milieu, mais qui ne vont pas aussi vers les autres, vers les hommes et les femmes pour leur expliquer l'importance Alors, la responsabilité est partagée. Oui. Hein? Mais sauf que nos artistes aussi sont devenus plus des politiciens, la misère aidant. Ils passent leur temps à aller chanter les louanges de tel politicien ou tel ceci, au lieu de se battre pour qu'il y ait une vraie politique. Chacun se la joue seul. Or,
on dit toujours que quand il y a un tir groupé, on peut réussir. Mais quand on tire individuellement, il y a des chances qu'on rate la cible. Vous voyez, il faut une forte société civile. C'est-à-dire, il faut que les artistes s'organisent autour de ce qu'on appelle couramment les syndicats, mais bon, ou d'associations, comme on peut appeler ça comme on veut. Mais il faut que les artistes se retrouvent, hein, et former des groupes de pression. Là, en ce moment, au Congo, nous aurons bientôt, l'Assemblée a déjà voté le 16 décembre 2019, la loi Motom sur le statut de l'artiste, du technicien, de l'artiste de la mode, tout ça là, donc les mannequins, et puis des entrepreneurs culturels. Mais cette loi-là, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Bon, justement, je disais tout à l'heure qu'il faut structurer le secteur. Cette loi va déjà structurer le secteur, va reconnaître les travailleurs de fait, puisqu'ils existaient déjà. Les artistes existaient déjà, mais ils n'avaient aucun statut. D'accord. Vous voyez? Donc, quand on les engage, on les payait à la main. C'est pas intéressant. Regarde, Nganga Edo vient de mourir, alors qu'il est resté je sais pas combien d'années musicien, mais il n'a aucun statut. Alors que si il était reconnu il y a longtemps, il payait à la SNCS, quand il a fini, quand il peut plus chanter, ben il touchait sa retraite, il touchait ceci. Là, c'est l'État qui va l'enterrer. Alors que si le statut existait depuis longtemps, ben le problème ne se posait pas. Tout à fait. N'est-ce pas? Il est à la sécurité sociale, il y a tout, il a cotisé. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est l'État qui va le faire. Or, cette façon de fonctionner, c'est à la tête du client. Tous les artistes ne sont pas à la même enseigne. Quand Kabako meurt, notre grand du quartier, c'est l'État parce qu'il est célèbre. Mais si c'était le percussionniste des Bantous, ça serait pas pareil. C'est sa famille qui va se débrouiller pour l'enterrer. Ou si c'était l'Atalakou. Tu vois? Aujourd'hui, si Roga a un problème, l'État va prendre en charge. Voilà, oui. Voilà. Et donc, cette loi va résoudre ces petits problèmes-là. Va permettre que ceux qui vont engager les artistes, ils doivent savoir que c'est les travailleurs, ils doivent leur faire un contrat de travail, ils doivent payer les charges sociales à la CNCS. Vous voyez? On va créer une caisse spéciale en collaboration avec la CNCS et le ministère de la Culture pour voir comment les cotisations se feront. Pour résoudre ça. Ça, c'est de un. Ça va permettre aussi à l'État, désormais, de mettre les moyens, puisqu'on a une corporation. Vous voyez? On a une corporation, ils sont des travailleurs, on a des entrepreneurs qui sont créés, qui sont reconnus, qui ont des licences. Pour exercer ce métier, il faut avoir une licence. Pour être artiste, il faut une carte professionnelle, comme dans toutes les professions. À partir de ce moment-là, l'État mettra en place une politique culturelle, des fonds de financement, et ceux qui pourront bénéficier sont ceux qui seront en règle. À partir de ce moment-là, vous voyez, petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Mais il faut déjà commencer par cette loi. Donc cette loi est pour permettre. Mais bien sûr, bien sûr. C'est le début. C'est le début. Alors pourquoi, vous, en tant qu'artiste, vous nous avez parlé des langues étrangères, le français, l'espagnol et l'anglais. Que faites-vous, vous, pour valoriser les langues nationales comme le lingala et le kikongo? Alors, les langues nationales, c'est à nous de les... Par exemple, dans la musique, on l'utilise. Au théâtre, moi, dans tous mes spectacles, oui, les chansons sont dans les langues congolaises. Dans la plupart de mes spectacles. Parce que la musique, le chant, c'est aussi un texte, mais qui est dit d'une autre manière. Dans toutes mes pièces, la plupart, les chansons sont... Par exemple, moi, quand je joue Hamlet, quand je chante en teke. Il y a des moments où je chante en lingala. Et je fais chanter les comédiennes françaises, chiliennes en lingala. Parce que je prends l'expression artistique de chez moi, de la langue. Il y a des chansons en boshi, il y a des chansons en lari dans mes pièces. Vous voyez? Bon, maintenant, il faut aussi développer ce qu'on a appelé à l'époque le théâtre de chez nous, hein, que faisaient les gens Mbana, oui, en langue, en lingala. Ça aussi, il faut développer ça. C'est aussi une forme. Vous voyez, oui, c'est une forme aussi. Mais il faut le groupe, on appelait ça le groupe Molende de la télé. Il faut relancer ça. Il faut relancer ça parce que ça aussi, ça fait partie, ça permet aussi de toucher un autre public.
Parce que tout le monde ne parle pas français. Ça permet de toucher aussi le public de chez nous, de permettre aux enfants de comprendre la langue. Et la langue, la langue porte aussi une culture, okay? Véhicule une culture, une forme d'être, une forme d'exister. Vous voyez? Donc, c'est aussi le travail du ministère de la Culture. Ça fait partie du patrimoine. Il y a un département du patrimoine, des langues au ministère de la Culture. Et donc, il faut, justement dans les fonds, il faut qu'il y ait un fonds qui finance aussi le patrimoine. C'est-à-dire les spectacles faits en langue doivent être aussi financés. Il faut un programme spécial qui permet de s'adresser à une autre catégorie de la population. Vous voyez? Et je dis souvent aussi à mes amis cinéastes, pourquoi ne pas faire des films jouant en lingala surtitré? Les Chinois le font, hein? Et les Sénégalais le font, jouer en Wolof et surtitré. Oui, pourquoi pas? Vous voyez? Parce que, justement, mais les Chinois le font. Parce que la langue permet la cohésion d'une nation. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, justement, c'est le problème que nous avons encore au Congo. Et je dis toujours que c'est à travers la culture que nous allons créer la nation congolaise. Pour l'instant, nous n'avons pas la nation congolaise. Vous voyez? Nous n'avons pas la nation congolaise. Elle n'est pas créée. La nation congolaise sera créée à travers la culture. Comme ça, chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, dès qu'il entend une musique, il dira pas que ça c'est la musique Mboshi, ça c'est la musique Lari. Non, il dira ça c'est la musique de chez moi. C'est comme ça que moi je raisonne. Imaginez-vous quand je me retrouve en Australie la première fois, en 95. Oui. Je suis invité en Australie. Oui. J'arrive, je passais dans la rue. Oui. J'entends quelqu'un parler au téléphone en lingala. Je me retourne. Je dis, ça c'est un gars de chez moi. Mais c'est un RDCien. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? C'est la langue. Parce que j'ai reconnu la langue. Tout à fait. Et j'ai eu le même effet aussi au Japon. En 2001, quand je vais au Japon, je vais au marché Akihabara. Et cette année-là, il y avait le sommet Japon-Afrique. Donc, quand je vais au marché Akihabara, c'était un marché à Tokyo où on vend, c'est le marché de l'électronique, tous les produits électroniques. Je dis bien tout, il y a du tout. Et je vais dans ce marché et c'est bondé d'Africains. Et les Africains étaient venus au sommet Japon-Afrique. Donc, tous les chefs là qui étaient venus, ils sont allés faire des courses au marché. Et j'entends les gens parler mochi dans le marché. Et je me dis, ça, c'est les gars de chez moi. Voilà comme ça que j'ai reconnu. J'ai dit, ils sont de chez moi. Et je suis allé vers eux, leur parler. Et heureusement que je suis allé leur parler, comme ils ne parlaient pas anglais. Ils avaient acheté les produits qui ne correspondaient pas à notre pays, parce que là-bas, il y a tout. Ils ont acheté des produits avec le système NTC, qui ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'était pas le SECAM. Vous voyez? Mais c'est parce que je discute avec eux et je regarde ce qu'ils ont acheté. Je leur dis non, ce que vous avez acheté, vous ne pourriez pas les utiliser au pays. C'est ça. Et comme ils ne parlaient pas anglais, je leur ai demandé où est-ce qu'ils ont acheté. Nous sommes repartis. Et j'ai fait changer. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que j'ai entendu la langue. C'est la langue qui a fait que je me retrouve pour dire que, ils sont de chez moi. Mais je n'ai pas dit que non, c'est des mochis. J'ai dit, ils sont de chez moi. Et je suis allé vers eux, leur parler. Vous voyez? Et il faut qu'on arrive à ça. Et ça, c'est la culture qui peut faire ça. C'est la culture qui peut faire en sorte que on crée une nation. Nous n'avons pas encore de nation. Et c'est pour cela qu'il faut financer, il faut soutenir la culture pour créer cette cohésion sociale. La culture, c'est un domaine qui crée la cohésion sociale. Voyez, au-delà des aspects économiques que ça rapporte beaucoup, et d'ailleurs ça a été démontré dans le monde entier. En France, par exemple, le secteur culturel a rapporté plus que le secteur de l'automobile et l'agriculture. Voyez, et dans beaucoup de pays en Amérique latine aussi, c'est pareil. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Le secteur culturel rapporte plus que l'armement, plus que tout. Aux États-Unis, regardez tous les films, les disques, les livres que les Américains produisent par an. Voyez? Et donc, ça rapporte plus. D'autant plus que les armes, on n'achète pas les armes tout le temps. Alors que les disques, on les achète tous les jours. Et ça sort tous les jours, les disques et les films aux États-Unis. Voyez? Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, votre actualité, c'est quoi? Vous avez un festival qui est suspendu parce qu'il y a le confinement et le déconfinement qui se fait lentement. L'actualité, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Alors, mon actualité aujourd'hui, je travaille sur la prochaine édition du festival Maloba.
qui aura lieu à Brazzaville du 22 avril au 30, non, du 20 au 30 avril 2021. Et ensuite, j'ai une création que je dois faire au Mexique avec les comédiennes mexicaines, une adaptation d'un roman d'un auteur congolais. Et ensuite, je veux monter Roméo et Juliette au Chili, où il y aura une équipe congolaise et une équipe chilienne, avec quelques Argentins, et une autre pièce que je prépare avec les Brésiliens. Mais comme en Amérique du Sud, pour l'instant, le Covid est en phase ascendante, donc les projets sont un peu assis. Sinon, j'ai une pièce au Brésil aussi, que je vais monter. C'est une adaptation de Shakespeare, Peine d'amour perdue. Voilà, ça c'est un peu les projets que j'ai en ce moment, que je prépare en Amérique du Sud. Pourquoi l'Amérique du Sud? Parce que il y a un besoin très fort de la culture africaine. Et n'oubliez pas que l'Amérique du Sud, c'est un continent où il y a une forte influence de la culture africaine. Et c'est pour cela que il y a un désir de leur part de découvrir la culture africaine. Et c'est pour cela que je réponds à ce désir. Et d'ailleurs, même le festival, l'année prochaine, il y a un focus qui sera fait sur la culture latino-américaine. Voilà un peu l'actualité culturelle, artistique qui est mienne. D'accord. Alors, quels sont aujourd'hui les écrivains congolais que vous lisez, ou quels sont les écrivains congolais aujourd'hui qui sont parmi ceux que les lecteurs, les auditeurs doivent découvrir? Ben, artistes, disons que pas seulement les écrivains, mais tous les artistes. Oui, bien sûr. Bon, disons au plan théâtral, oui. Nous avons notre jeune frère Dieudonné Nyanguna, qui est parmi les meilleurs de sa génération. Nous avons De La Vallée, qui fait de la danse contemporaine en France, oui. qui est de très bon niveau. Et au plan musical, alors moi je dirais plutôt, je suis plus attiré par ceux qui font une musique de recherche et non toujours le ndombolo tel qu'on le connaît, où les gens ne cherchent plus. C'est bien pour danser, vous voyez, c'est bien pour danser, mais à un moment donné, la musique doit décoller, comme font les Ouest-Africains, des recherches, la musique mandingue qui a une autre sonorité. Je parlerai plutôt de la nouvelle génération des Samba Gladys, une fille. Bon, malheureusement, ils n'ont pas de produit sur le marché. Nous avons Fanny Fayard, qui a un produit sur le marché. Et nous avons notre frère qui est au Sénégal, le Centric, qui fait aussi de la bonne musique, un mélange qu'il appelle Yeketi, un mélange du Malak sénégalais et du Wala congolais. Tu vois, c'est parce que lui il vit là-bas depuis longtemps et il y a cette influence. Et aussi la nouvelle génération, les nouveaux groupes, voilà, le excellent Mavimba qui fait une très bonne musique inspirée du folklore. Et il y a beaucoup de groupes au Congo d'ailleurs qui commencent à faire ce style. Mais il faut qu'ils sortent un peu de leur quartier il faut qu'ils se professionnalisent, voilà, qu'ils se professionnalisent, qu'ils s'organisent. Il y a vraiment beaucoup de jeunes musiciens qui commencent à monter, et puis nous avons aussi des jeunes peintres au pays qui ont du talent. Bon, en dehors de Makumbu, mais qui vit en Europe depuis longtemps, elle est déjà connue, mais à Brazza, il y a beaucoup de jeunes peintres qui montent aussi, des sculpteurs. Il faut les soutenir. On a des photographes comme Mwanda Baudouin, qui a fait le tour du monde, qui a beaucoup travaillé sur les sapeurs, voyez. Et nous avons aussi quelque chose que nous n'utilisons pas, c'est nos créateurs. Voilà, on a des sapeurs qui ont une manière particulière de mettre en avant les habits, mais personne ne saisit ça pour en faire des défilés particuliers en Europe. Personne, voyez. Et ils font la publicité des couturiers connus qui n'ont pas besoin d'eux, mais gratuitement. Mais pourquoi vous ne prendrez pas ce créneau-là pour les aider en faisant de la promotion de la culture congolaise? Non, vous savez, on ne peut pas tout faire. Moi, je suis dans les arts du spectacle. Oui. C'est mon domaine, je maîtrise ça. Je ne peux pas me permettre d'aller faire quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Tu vois, dans le domaine textile, mais conseiller. Mais on a déjà dit, mais lorsque je parle comme ça, c'est des idées que je leur donne. Nous avons des couturiers, nous avons des couturiers connus, comme Hippolyte Diayoka,
Mais pourquoi ne pas créer des habits et faire des défilés en Europe comme on fait. Venir faire en Europe et prendre ces sapeurs avec leur façon de défiler qui est particulière, la diatance, tout ça là. Mais ça, c'est des créations. Mais hélas, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de cette richesse. Alors qu'ils peuvent gagner même l'argent en tant que mannequin. Vous voyez, en tant que mannequin. Et mannequin avec une manière particulière africaine de défiler. Parce que nous ne sommes pas des Européens. Il faut créer, il faut inventer. Mais ils ont ça. Mais je sais que le mouvement de la SAP a pris de l'ampleur. Il y a eu des reportages qui ont été faits. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun Africain ne prend le risque de mettre ça en avant. Vous voyez, personne. Mais on va attendre que ça. Dès qu'un Européen va prendre ça, eh bien nous on va courir après. Je dis mais voilà. Après on se plaint. On se plaint. Hein? On ne fait rien. On se plaint. Au lieu de voilà par exemple ce que les Congolais peuvent faire avec les sapeurs. Donc pour dire que on a du talent, mais nous-mêmes nous ne regardons pas nos talents. Nous n'apprécions pas nos talents, nous apprécions toujours ce qui vient d'ailleurs. Imaginez-vous quand je fais mon spectacle à Paris, dans la salle, j'invite toute la communauté. Malheureusement, ils ne viennent pas. Parce que eux, pour venir, si on dit qu'on boit au théâtre, ils vont venir. S'ils vont venir boire et manger, danser, oui. Mais si on dit venez au théâtre, on donne même les invitations gratuites, ils ne viennent pas. Il n'y a que les Occidentaux qui viennent. Alors, comment voulez-vous, si vous ne soutenez pas vous-même votre culture et vous vous plaignez, qu'on ne vous voit pas, que vous n'avez pas de place. Il faut arrêter. Il faut soutenir d'abord votre culture. Vous devrez être les premiers. Nous devrons être les premiers à soutenir nos musiciens, à soutenir nos couturiers, à soutenir nos artistes. Nous-mêmes, à les voir. Parce que sinon, imaginez-vous, même à Brazza, quand je suis allé jouer Hamlet, dans la salle, il y avait plus de coopérants que les Congolais. C'est pas normal. Je joue en France, la salle est pleine d'Occidentaux. Je viens jouer au Congo, pareil. Et là, tu t'interroges. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lance un appel à vous qui êtes en Angleterre. J'ai un spectacle, Hamlet, qui est une pièce anglaise connue et reconnue. J'ai fait une mise en scène particulière qui a tourné dans le monde entier, qui est appréciée. Mais j'attends. Pourquoi des Congolais ne diront pas qu'à non, on fait venir ce spectacle-là pour montrer aux Anglais notre vision de leur grande œuvre. Et je sais que moi j'ai le texte surtitré en anglais et je peux faire même la version anglaise de ce spectacle parce que j'ai la version espagnole et anglaise. Et c'est une adaptation particulière qu'on a fait, qu'on va publier bientôt. Vous voyez, mais personne. Là je lance un appel, vous qui êtes là-bas. Si on me contacte, je viens avec le spectacle Shakespeare et vous allez faire du succès. Vous allez avoir du succès. Est-ce que la communauté africaine serait plus intéressé par du Shakespeare ou plutôt par une pièce de Chikaya Utomsi ou Emmanuel Dongana, ou est-ce que c'est une pièce qui serait pour la communauté francophone entière? Hamlet. Alors, la question, elle est pertinente. Oui. Je suis d'accord avec vous. Ils seront peut-être plus intéressés à faire venir Chikaya Utomsi. Mais avant d'y arriver, vous savez, on dit toujours que le plus important, c'est de rentrer. Une fois que vous rentrez, après, vous pouvez amener beaucoup de choses. Okay. Commencez par avoir le public, par vous faire connaître. Vous voyez, dire que nous vivons ici, hein, en Angleterre. Voici la lecture que nous avons de votre culture ou de l'œuvre de votre aussi. Mais on parle de l'Afrique. Mais à partir du moment où vous êtes venu, vous avez fait ça, ça les a plu. Le lendemain, vous dites, ah, maintenant, cette fois-ci, on vous amène quelqu'un de chez nous, comment nous, on voit le monde avec nos auteurs. Vous voyez, parfois, il ne faut pas brusquer les choses. On peut aussi commencer par emmener notre culture, mais il faut bien commencer. Peu importe comment on commence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord ouvrir la porte et après, une fois rentré, on peut montrer son vrai. Une fois rentré, après, vous savez, le public anglais, vous qui êtes là-bas, vous le connaissez, il n'est pas si facile que ça. Non, comme tout public. Voilà. Mais les Anglais, encore, ils sont plus ouverts que les francophones. Tout à fait. Vous voyez? Ils sont plus ouverts que les francophones. Et je sais qu'ils ont vu des milliers de fois Shakespeare. Mais Shakespeare fait par les Africains, avec de la danse, alors qu'eux, ils voient ça de façon rigide. Et alors que par exemple, dans Hamlet,
le personnage central, c'est pas Hamlet, c'est la mère. Je parle du mariage forcé. Mais le thème du mariage forcé en Angleterre, ils vivent ça au quotidien, avec les communautés pakistanaises et indiennes. Vous voyez? Voilà. Et d'ailleurs, même quand je faisais mon Hamlet à Paris, et on avait appris qu'une jeune fille pakistanaise s'était suicidée, une jeune de 15 ans ou 16 ans, parce que ses parents voulaient l'épouser au village avec quelqu'un du village pour qu'il vienne. Vous voyez? Mais ça veut dire que c'est un thème d'actualité que la société anglaise vit. Mais si vous venez parler de ce thème-là dans Shakespeare, alors que eux, dans Shakespeare, ils n'imaginaient pas ça. Ils imaginaient Hamlet pris par ses problèmes psychologiques, psychanalytiques. Mais là, vous venez parler du mariage forcé. C'est-à-dire que vous faites une adaptation de Hamlet. Exact. Vous voyez? Et dans mon Hamlet, c'est l'histoire de Gertrude, la maman de Hamlet, à qui on avait imposé un mari, alors qu'elle avait 14 ans, le mari qui était le roi, le papa de Hamlet, qui était déjà vieux, marié. Vous voyez? Alors qu'elle était amoureuse du petit frère du mari. Il décide d'utiliser notre coutume qui dit que le petit frère peut hériter de la femme de son grand frère à la mort de celui-ci, en tuant le grand frère, c'est-à-dire le papa d'Hamlet, le vieux. Comme ça, eux, ils vont vivre leur relation amoureuse. Parce qu'elle était forcée de marier. Vous voyez? Et on parle de coutumes, on dénonce les coutumes africaines, de l'héritage même de la femme, que même les féministes occidentaux luttent. Vous voyez, c'est des pratiques qu'on trouve aussi en Angleterre dans les familles maghrébines, musulmanes, pakistanaises, qui ont amené ces pratiques-là sur le sol anglais, alors que les Anglais luttent contre ça. Donc quand tu viens dénoncer ça dans une pièce très connue, mais tu fais une autre lecture, et du coup, ça prend une autre ampleur. Il faut savoir que dans la bourgeoisie anglaise, il y a aussi une forme de mariage arrangé. Forcé, exact. Les gens du même milieu. Du même milieu, oui. Exact. Alors, justement, le mariage forcé, exact. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Alors moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'on va arriver bientôt à la fin de notre émission. J'ai deux questions d'actualité. Vous qui avez tourné partout, que pensez-vous de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Avez-vous un jour vous-même été confronté au racisme? Oui, bien sûr. C'est tous les jours. En France et même parfois même en Amérique du Sud, parce que j'ai l'avantage étant dans le domaine culturel. Donc quand je voyage, c'est vrai qu'aux États-Unis, quand je suis arrivé, il y a une vraiment, tu sens que la société est divisée en deux, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Et moi, j'allais voir une amie à moi, une copine à moi qui est française, et dans l'avion, j'étais assis avec une Noire américaine, on a discuté, tout était beau. Et quand on arrive à Washington et qu'elle voit que c'est une blanche qui vient m'accueillir, j'ai vu son visage changer. Elle a dit « Devil ». Elle appelait cette fille-là « Devil ». Comment tu peux être avec les devils? Tu vois, elle m'a dit ça. Et là, j'ai compris que... Oui. Oula. Tu vois, « Devil ». Elle m'a dit ça. Et moi, je dis, moi, dans mon fonctionnement, noir ou blanc, j'ai jamais fait attention à ça. Alors qu'aux États-Unis, il faut faire attention à blanc, noir. Tu vois? Et du coup, je voyais ça. Quand je me baladais. Et comme cette fille, elle travaillait dans une grande université, USUS, une université de l'hôpital militaire américain où tu as tous les présidents américains se soignent, de la grande recherche militaire américaine. Et donc, ses amis et ses collègues de travail, elle avait une collègue dont le mari était général d'armée. Et donc, quand voilà, elle m'amène voir sa copine et son mari voit un noir. Il pensait que moi j'étais celui qui portait les valises. Tu vois? Est-ce que là vous êtes en train de parler du racisme des Noirs envers les Blancs? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du racisme des Blancs envers les Noirs, mais il y a aussi un racisme des Noirs vers les Blancs. C'est vice-versa. C'est-à-dire que aux États-Unis, ça se déteste. On a fait en sorte que les gens se détestent. On a créé du communautarisme de manière volontaire. Voilà. Et il y a autre chose que nous, Noirs d'Afrique, nous n'avons pas. Et que j'ai retrouvé chez les Noirs d'Amérique du Sud, chez des Noirs des États-Unis. C'est le complexe du blanc. Et ça, c'est lié à leur histoire d'esclavage. Les Noirs seraient complexés, les Afro-Américains seraient complexés du blanc, ou est-ce qu'ils ne souffrent pas, comme le dirait le Premier ministre français, il y a une maladie de l'âme à souffrir d'avoir été esclave?
Oui, non, il y a ça. Mais le rapport avec le blanc n'est pas le même que nous. Nous n'avons pas connu l'esclavage. Nous avons connu d'autres formes, hein, d'oppression. Mais eux, leur histoire d'esclavage, où on leur a toujours mis ça dans la tête, mais c'est vraiment ancré. Ouais, c'est vraiment, vraiment ancré. Et tu sens la différence de perception. Mais est-ce que dans la société, au quotidien, il est plus facile pour un noir de trouver du travail ou de devenir un manager, ou c'est plus difficile et tout ça ramène à l'esclavage? Mais c'est plus difficile pour un noir partout. Mais vous avez réussi à percer, vous avez réussi à percer avec tout ça. Non, mais il y a avec les difficultés. Mais il y a même, je suis pas encore passé, je suis pas encore arrivé. Il y a des moments où je suis pas encore arrivé. Il y a des moments où on bloque parce que tu es noir. Par exemple, ici en France, il y a des moments où les gens ils me renvoient, ils ne voient pas le travail que j'ai fait. Mais je suis jugé parce que je suis noir, mais pas parce que j'ai proposé tel spectacle. Vous voyez? Et chez nous, les noirs, on nous demande toujours de faire plus d'efforts que les autres. Si l'erreur que quand le blanc rate le penalty et toi tu viens tu rates, mais on va plus tirer chez toi que chez le blanc. Et si tu es noir, tu fais une mise en scène qui n'est pas bonne. Le blanc a fait aussi qui n'est pas bonne, mais on critiquera plus toi que lui, parce que nous on nous demande toujours plus d'efforts. Pour exister, on doit toujours faire plus que les autres. Tu vois, au bout d'un moment, c'est toujours comme ça, je le vois. On doit toujours justifier. Oui. On doit toujours justifier. Oui, mais dans notre culture, oui. dans la culture africaine, et notamment au Congo, le racisme, est-ce qu'on ne peut pas le comparer au tribalisme? Alors, disons que dans les pays africains, oui. Nous avons nos propres problèmes, hein, qui datent depuis. Alors, l'expression de la haine contre l'autre, hein, oui. Il y a plusieurs catégories. Il y a la haine entre une personne d'une race noire ou d'une race blanche ou d'une race jaune ou d'une race rouge, mais il y a aussi la haine qui s'exprime de la même manière entre les gens d'un même pays, ils soient du nord, de l'est, de l'ouest et de ceci. Pareil. C'est-à-dire que les mécanismes sont les mêmes. Oui. Regarde chez nous la discrimination qu'il y a au travail entre quelqu'un du nord, Mboshi ou ceci, ou Teke, ou ceci, cela. Vous voyez, oui. Elle est de même ordre. Le mécanisme est le même. Oui. Le mécanisme. Tu viens déposer ton dossier, mais parce que tu es Teke ou Larry ou Bembe par rapport à un Mboshi, le Mboshi qui est nul, mais on le prend, lui, que pas toi. Voyez, mais c'est la même chose que nous vivons quand on vient ici. Toi, tu es plus qu'un blanc. Moi, j'ai connu ça. Le blanc que j'ai encadré à l'université, quand j'étais étudiant, et on postule à un poste, et c'est lui qu'on prend. Et quand moi, un jour, je viens passer un entretien, et c'est lui qui doit me passer l'entretien. Et quand il m'a vu, il a tremblé, il a dit au gars que lui, il peut pas. Il dit, mais tout ce que je fais là, c'est lui qui m'a appris. Je ne peux pas. Vous voyez? Bon, il y en a qui ont la conscience. Parce qu'ils se sentent mal. Mais nous faisons exactement la même chose. Ce que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui, oui. Mais nous le faisons. Mais regarde la guerre de 97. On a tué les gens tout simplement parce qu'il est Mboshi, ou tout simplement parce qu'il est Bembe, ou tout simplement parce qu'il est Teke. Oui. Chez nous, au Congo, la guerre de 97, on a explosé des maisons des gens. Oui. On a tué des enfants. On a tué des gens. Oui. Le seul crime, c'est qu'il est de tel côté ou de tel autre. Vous voyez, oui. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit que quand un pouvoir change, ça bascule très vite d'une région à une autre, les comportements aussi basculent très vite. Basculent, exact. Et donc, nous faisons la même, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de reprocher aux autres, aux Occidentaux, mais entre nous le faisons aussi. Oui. Entre nous faisons. Les mécanismes sont les mêmes. Hein? Les mécanismes sont les mêmes. D'un côté, c'est discrimination ou haine par rapport à la couleur de la peau. De l'autre côté, discrimination et haine par rapport à l'ethnie ou à la région d'appartenance. Voyez, le mécanisme est le même. On va arriver à la fin. Oui. Vous êtes un homme de la diaspora. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Vous ne faites pas de la politique, vous faites votre métier, avec bien sûr un point de vue politique, mais je sais que vous vous réservez
de le donner à l'antenne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce qui se passe à Paris, la diaspora, elle a toute sa place aujourd'hui au Congo? Mais un pays ne peut pas se développer sans, sans l'ensemble de tous ses enfants, Oui, de toutes ses intelligences. oui, Hein. Le Congo a besoin de toutes ces intelligences, d'où qu'elles viennent. tout à fait. Et j'ai dit il n'y a pas longtemps à un des responsables, que les intelligences ne se trouvent pas toujours dans vos cabinets ministériels. Il y en a hors des cabinets ministériels. Il faut les écouter aussi. Oui, On a vu pendant le confinement les lois qu'on a prises dans la précipitation, mal ficelées, tout ça là. Mais c'est parce qu'il y avait aussi les gens de la diaspora qui faisaient du boucan et qu'on se rendait compte, ah ben oui, on a modifié, on a corrigé certains tirs. tout à fait. Vous voyez, le Congo a besoin, au jour où nous sommes là, le Congo a des intelligences éparpillées dans le monde entier. Oui, Il y en a, voilà, de toute origine. Il suffit juste de mettre en place un système transparent qui permet aux meilleurs, je dis bien aux meilleurs, de s'exprimer. Et tout pays qui ne met pas en avant la qualité est voué à la chute et à la perdition. Un pays qui refuse la réflexion, qui refuse le travail bien fait, est voué à l'échec. Et c'est ce qu'on constate un peu de plus en plus dans nos pays africains et particulièrement le Congo. Alors, le mot de la fin, on vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs? Quel est votre message d'espoir pour les artistes congolais et les artistes dans le monde, tout simplement? Alors, mon message est que l'art a pour fonction première rassembler. L'art a pour fonction divertir, apporter du plaisir, réunir les peuples autour d'un idéal commun, la joie de vivre, et partager cette terre qui nous appartient à tous. Et il appartient donc à ceux qui nous gouvernent, où qu'ils soient, de soutenir cette forme d'expression qui permet le bonheur, qui lutte contre toute forme de discrimination, de haine, et qui permet au peuple de parler le même langage, celui qu'on appelle l'amour du prochain. Voilà mon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, monsieur Serge Demani, et on vous souhaite bonne chance et on espère qu'on vous aura prochainement dans les antennes de notre radio Bakambi et qu'on aura d'autres nouvelles. Vous portez un message d'espoir. En tout cas, bonne chance pour vos projets. Merci beaucoup et je vous remercie et je salue tous vos auditeurs, où qu'ils soient dans le monde. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Par le bord de la mer, nana, j'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila loyo bakabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer, nana, j'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila loyo
amour de Lombakele, Ilala Lombakele, Wanaya Lombakele, Oran de Lombakele, amour de Lombakele, Ilala Lombakele, Wanaya Lombakele, Oran de Lombakele. Nana Kumbanga, sinon je vais rater mon avion. Nana Kumbanga, sinon je vais rater mon avion. Amour de Lombakele, Ilala Lombakele, Wanaya Lombakele, Oran de Lombakele, amour de Lombakele, Ilala Lombakele, Wanaya Lombakele, Oran de Lombakele. pasi mpona yo mano mama otindelinga bolingo na karte postalengo ezangingo adrese nazingi maboko na mituni ye lisumu ya namio bongi eboyi miso bandeko nambeleli ye nzawe o sanza ebimi ngai na libanda nakozela yo nakanisaki asilikaki ya kozonga nazingi maboko nakozela ye
pasi mpo na yo mano mama otindelinga bolingo na carte postale ngo ezangi ngo adresse nazingi maboko na mituni ye lisumu ya nanyo bongi eboyi miso bandeko nabeleli ye nzawe osanza ebimi ngai na libanda nakozela ye nakanisaki asilikaki ya kozonga nazingi maboko nakozela ye amamo nalela mano mama banga makambo mama nasimbi titi na loboko o chérie nasimbi ya lolango mama
Ozala
na ya